messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, organisation de la première séance publique de la seconde session ordinaire de l'année 2019. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Italie va renégocier avec la Libye pour freiner les flux migratoires. C'était le titre de cette édition, mais avant de commencer notre journal, nous excusons un petit peu ces petits problèmes techniques. À la une dans l'actualité nationale, je vous le disais dans le titre, sous la conduite de son président, l'honorable Mohamed Ali Mohamed, l'Assemblée nationale vient d'organiser aujourd'hui sa première séance publique de la seconde session ordinaire de l'année 2019. Cette plénière dans les arcanes de l'hémicycle du Parlement a vu la participation du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, des ministres de l'ensemble des parlementaires, avec l'ordre du jour suivant. Le projet de loi numéro 59 de l'année 2019 de la 8e législature portant sur ratification de l'accord de financement pour le projet intégré des transferts monétaires et renforcement du capital humain. Le projet numéro 60 de l'année 2019 de la 8e législature, elle aussi portant en ratification d'un accord de financement de dons et prêts pour le projet d'amélioration de la performance du financement, secteur de santé. Un autre projet portant aussi budget de rectification de l'État pour l'exercice 2019 et toujours un autre projet de loi portant en ratification de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États. Un portant en ratification de l'accord de prêt pour le projet de centre d'excellence d'enseignement supérieur pour l'impact sur le développement. Lors de la séance plénière, des questions-réponses ont été émues par les parlementaires. Nous les écoutons. La solidarité nationale se situe au cœur de la préoccupation majeure du gouvernement pour réduire les inégalités sociales. Dans le cadre de ce projet de transfert monétaire et de renforcement du capital humain, comment comptez-vous ajuster les inégalités de répartition des services existants entre les populations des régions de l'intérieur? Est-il prévu une augmentation du quota de bénéficiaires du transfert monétaire par région à travers ces présents projets pour corriger les disparités existantes? C'est vraiment triste. À chaque fois, nous constatons un prêt donné, on ajoute, il y a un autre prêt additionnel. Pourquoi ne faites-vous pas, avant une étude de faisabilité, pourquoi endetter l'État? Je reviens à ma question. Il y avait un projet maire qui s'appelait projet d'amélioration de la performance du secteur de la santé. Son prêt n'est même pas encore débuté. Et on prend un autre prêt pour pouvoir additionner l'autre. Pourquoi, monsieur le Président? Écoutons à présent les réponses du membre du gouvernement. Je voudrais d'abord féliciter les parlementaires pour les questions pertinentes qui ont été posées, parce que je vois que c'est un programme qui donne beaucoup d'engouement et beaucoup d'attentes, parce que la population vous attend aussi, donc c'est très bien. Il est de notre devoir aussi de pouvoir vous apporter des éléments de réponse. J'ai partagé avec l'audience le bulletin d'information du ministère dans lequel l'ensemble des questionnements qui ont été posés, les études qui ont été réalisées, les résultats d'impact obtenus, la composition du registre social au jour d'aujourd'hui, combien de populations pauvres ont été enregistrées aujourd'hui depuis 2 ans, depuis que le registre existe. Toutes ces informations sont contenues dans le bulletin d'information, je n'y reviendrai pas. Concernant ce projet de la Banque mondiale, qui est un prêt à 10 millions de dollars et 5 millions de dons, est un projet sur 4 ans. Il vise une cible de 5 000 ménages et spécialement pour les régions de l'intérieur. Je voudrais d'abord préciser que ce programme se fait en étroite collaboration avec le ministère chargé de la décentralisation. Nous sommes 2 départements sectoriels pour l'exécution de ce projet. Le choix des régions n'ont pas été choisis à la tête du client. Le choix a été fait de manière
scientifique, en tenant compte des taux de pauvreté identifiés dans l'EDAM 4. La répartition des ménages a respecté cette tracé économique et statistique, et ça vient en complément au programme qui est déjà actuellement en cours dans chaque région de l'intérieur. Vous allez constater peut-être qu'il y a des régions qui ont des estimations de ménages faibles, mais c'est une proportionnelle entre la population et le taux de pauvreté et les taux d'insécurité alimentaire. Donc c'est un exercice scientifique. On a expliqué en long et large en commission, et je remercie vraiment les membres de la commission qui ont étudié le projet d'avoir été aussi fidèles dans le rapport. Effectivement, si vous avez remarqué une baisse du taux de transfert relatif au service de la dette, c'est parce que c'est en prévision de toutes les discussions que nous avons avec les différents partenaires. Pour certains d'entre eux, c'est déjà acquis, notamment pour le fonds koweïtien, le fonds arabe également en cours de finalisation. Mais pour ce qui concerne du prêt Exim China, nous avons acquis sur le principe, c'est-à-dire au lieu d'avoir un prêt sur 15 ans, d'avoir sur 30 ans, et on passe d'un taux du Libor qui était de 2,5 à 2,1, Libor plus 2,1. Libor, c'est un taux qui est fixé au niveau de la Cour de Londres, au City. En anglais, c'est Liable Interbanks Interest Rate. Donc, c'est un taux interbancaire qui est déterminé par le taux d'échange au niveau global, au niveau mondial. Comme vous le savez, actuellement, le taux directeur, qu'il soit aux États-Unis comme en Europe, sont en train de tendre vers le zéro, chose qui est extrêmement favorable pour Djibouti également, quand nous avons des prêts qui sont des conditions commerciales, notamment sur le chemin de fer. Mais c'est valable pour d'autres projets à moindre mesure. C'était la réponse du membre du gouvernement. C'était l'Assemblée nationale qui a organisé sa première séance publique de la seconde session ordinaire de l'année 2019. Autre actualité, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu ce matin, en visite de courtoisie, l'ambassadeur d'Égypte accrédité à Djibouti, M. Moustapha Horfi. L'entrevue s'est déroulée au salon d'honneur de la primature dans les conditions échanges. Les deux hommes ont notamment évoqué la coopération bilatérale fructueuse et la relation d'amitié de longue date qui lie les deux pays frères. Rappelons que le diplomate égyptien qui avait servi précédemment aux ambassades de la République arabe d'Égypte au Pakistan, au Royaume-Uni et auprès de la Fédération de Russie est en poste depuis novembre 2018. Suite à la manifestation qui a eu lieu au quartier d'Arhiba le week-end dernier, le ministre de l'Intérieur, M. Momin Ahmed Cheikh, a tenu une réunion de concertation avec les notables, les sages et les chefs de quartier d'Arhiba ce matin à la salle de réunion de la préfecture de la ville de Djibouti. Au total, une dizaine de notables et sages du quartier d'Arhiba ont participé à cette réunion qui avait pour objectif de trouver ensemble une solution suite à ces problèmes. Était présent à cette réunion le maire adjoint Udban Ahmed Mohamed, le préfet de la ville de Djibouti, Ousmane Bile, le chef du quartier d'Arhiba, Ali Chehem, le sous-préfet du 2e arrondissement, Mustafa Ousmane Roblé. Les notables et les sages du quartier d'Arhiba se sont réjouis de la tenue d'une réunion présidée par le ministre et sont dit prêts à trouver ensemble une solution, relever le défi et ont promis que chacun d'eux en veillera à la stabilité du quartier d'Arhiba. Rappelons de son côté, le ministre de l'Intérieur, Momin Ahmed Cheikh, a remercié les sages et notables du quartier pour avoir participé à cette réunion. Après un long débat, la réunion s'est clôturée sur une note fraternelle.
Le ministre du Travail, chargé de la réforme et de l'administration, M. Ousmane Ibrahim Roble, a présidé ce matin à la salle de réunion de la CNSS la séance inaugurale de la Commission nationale de l'assurance maladie. Cette réunion fait suite à l'installation de la Commission nationale d'assurance maladie créée par décret et portant organisation et fonctionnement de la SNAM, de son acronyme en français, la Commission nationale de l'assurance maladie. Outre le ministre du Travail, cette réunion a vu la participation du secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillahi Ouaes, du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, du secrétaire général du ministre de la Santé, Dr Salah Benoïta, de la directrice de la CNSS, Mme Deq Ahmed Roble, et des représentants de différents départements ministériels, des opérateurs, des structures de soins publics et privés, des affectifs et des retraités affiliés à la CNSS. La commission a pour mission de coordonner les travaux élaborés de révision de la tarification nationale de référence, d'assurer une cohérence et une coordination entre la gestion de l'AMU, les prestataires de soins et les assurés sociaux, de trancher les différends entre l'organisme gestionnaire de l'AMU, les prestataires de soins et les assurés, informer le gouvernement des évolutions de l'assurance maladie, et enfin de toute autre mission inscrivant dans le cadre de la bonne mise en œuvre de la politique d'assurance maladie. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté sous proposition du ministre chargé du Travail et de la Réforme et de l'Administration pour une durée de 3 ans. La commission est présidée par le représentant de la présidence et les membres de cette commission se réuniront 3 à 4 fois dans l'année. Suite, la directrice générale de la CNSS, Mme Deq Ahmed Roble, s'est exprimée à l'issue de la réunion. Elle a indiqué que la création de cette commission est une volonté politique au plus haut niveau de l'État et fait suite à un décret portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de l'assurance maladie. Lors de cette réunion, le ministre a rappelé que l'AMU est un des grands chantiers de solidarité initiés par son Excellence le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Il leur a également exhorté de travailler dans la transparence et la rationalité dans les choix des conventions. Nous l'écoutons. Suite à la modification du décret portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale assurance maladie par le législateur, le 19 décembre dernier, nous procédons aujourd'hui à la première réunion. Cette commission est un organe arbitral de concertation, mais surtout de suivi de la bonne mise en œuvre de la politique de l'assurance maladie et aura entre autres pour mission de coordonner plusieurs travaux, notamment la révision tarifaire des actes admis au remboursement, d'assurer une cohérence et une coordination entre l'organisme gestionnaire de l'AMI, qui est la Caisse nationale de sécurité sociale, les prestataires de soins et les assurés sociaux. La Commission aura la responsabilité de transmettre au chef de l'État et à l'Assemblée nationale au 31 décembre de chaque année un rapport complet analysant la situation de l'assurance maladie et de formuler des recommandations, les recommandations nécessaires les plus appropriées. De professionnalisme, de responsabilité, de rigueur dans le suivi, dans l'évaluation et de participer régulièrement aux séances de réunion, aux travaux qui seront programmés dans le futur. Tout à fait autre chose. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doual Saïd Mahamoud, a reçu hier après-midi dans la salle de réunion de la NPH la visite de courtoisie, une délégation koweïtienne conduite par Mme la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Ahmed Hassan. Après un message de bienvenue et d'ouverture par la ministre, Mme Moumine Ahmed Hassan, le directeur général de la NPH a souhaité à son hôte un plein succès dans l'accomplissement de sa mission diplomatique sous le siège djiboutien. Il a exposé par la suite les missions, les prérogatives et les besoins de son département. Il a fait part de ses différentes activités visant à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. Il a ainsi soulevé la question de l'autonomisation des personnes handicapées à Djibouti, à savoir l'inclusion et l'éducation, la santé et dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle.
Au cours de leur discussion, les responsables djiboutiens et koweïtiens ont abordé les voies et les moyens pour mettre en place les projets et programmes de coopération, dont notamment le développement, la promotion et l'autonomisation des personnes handicapées. À l'issue de cette première rencontre, le directeur général de la NPH et la délégation koweïtienne se sont engagés à entretenir une collaboration durable dans le domaine de la promotion et de la protection des droits des enfants et des personnes à besoins spéciaux vivant dans notre pays. Autre actualité, un atelier de formation axé sur la gestion des structures d'entreprise s'est ouvert ce matin au Centre du leadership et de l'entrepreneuriat de Djibouti, communément connu sous le nom de CLÉ. Organisé par le ministère de la Communication, la cérémonie du lancement de ce séminaire de 3 jours a été ce matin présidée par le secrétaire général du ministre de l'Information et de la Communication en présence du directeur général d'éthique. Durant 3 jours de suite, des incubateurs issus du CLÉ de nombreuses entreprises de la place des Startup Factory, une agence privée chargée de l'encadrement des entrepreneurs, vont bénéficier des savoir-faire. Une experte internationale tunisienne de la Banque mondiale, financée par l'Union internationale de la télécommunication, l'agence onusienne chargée des technologies et de l'information appelée l'EIT. L'objectif principal de ce séminaire est de renforcer les capacités. Responsables en charge de l'encadrement de ces jeunes puissent mieux communiquer, offrir des meilleurs services d'encadrement et de promotion. Et le résultat final, nous espérons, c'est de créer de nouvelles opportunités pour du business, pour des emplois en adoptant et en utilisant au mieux les technologies TIC. Écoutons à présent le secrétaire général du ministre de la Communication, des Postes et des Télécommunications. J'ai saisi cette occasion pour rappeler l'attachement du gouvernement à agir en faveur de la jeunesse en lui permettant de s'outiller afin d'être acteur de son développement. Comme vous le savez, notre pays connaît depuis plusieurs années une croissance forte et continue, créatrice d'emplois pour une jeunesse avant-gardiste et innovatrice. C'est ainsi que l'organisation de ce séminaire s'inscrit dans le cadre de nos activités de renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs pour en faire des leaders d'innovation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons réussir la transformation digitale de notre économie dans un monde qui innove en permanence et change notre environnement. Mesdames et messieurs, ces séminaires ne visent pas seulement l'acquisition des connaissances théoriques, mais aussi l'acquisition d'un savoir-faire. Les connaissances enseignées sont connectées à la réalité, ont été orientées vers l'action. Car maîtriser la mise en place, la planification et la gestion des incubateurs d'entreprise constitue un investissement à long terme pour les bénéficiaires de cette formation. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier particulièrement l'Union internationale de télécommunications pour son appui à l'organisation de ce séminaire par la mise à disposition d'une équipe d'experts pour dispenser une formation couvrant les modalités d'établissement et de fonctionnement des incubateurs d'entreprise. Je vous souhaite une pleine réussite à ce séminaire et vous remercie pour votre attention. Notre équipe a recueilli quelques réactions lors de cet atelier. Nous vous proposons de les écouter. La formation, elle rentre dans le cadre d'une succession et d'une suite de formations qui a été initiée par l'Union internationale des télécoms et dont l'objectif est d'initier, pas d'initier, parce que là je vois déjà une structure qui est déjà installée à Djibouti, donc renforcer les capacités des managers des centres d'innovation, du centre leadership et des pépinières à la mise en œuvre, l'implémentation, la coordination, la gestion, le management de ces structures-là. Donc nous avons à peu près une vingtaine de personnes à former et sur un contenu accrédité par la Banque mondiale Infodev. Et j'espère que, Inch'Allah, on va aboutir à on va réaliser cet objectif et avoir des personnes assez formées
pas assez parce que la durée elle est un peu petite, mais au moins les initier et leur donner le maximum pour qu'ils puissent bien gérer ces structures là où je suis actuellement. Éducation à présent, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a dirigé les travaux d'une réunion bilan sur la formation en transport et logistique dans le cadre du projet MENFOP-PAM financé par l'USAID. Le secrétaire général, le directeur général et les hauts responsables de l'ETPF, mais aussi les experts formateurs de l'entreprise Aftral spécialisée dans la formation en transport et logistique ont pris part à cette rencontre. L'inspecteur disciplinaire dans les métiers du tertiaire, M. Ahmed, a fait le bilan des 4 formations dispensées aux enseignants de la filière transport et logistique. Il a expliqué que 3 sessions de formation ont été organisées sur 3 sites différents. Les règles douanières d'abord qui ont été enseignées au centre sectoriel de Balbala, la conduite des engins de manutention au LIC et enfin la conduite des poids lourds qui s'est déroulée sur le terrain du défilé militaire du 27 juin. La présentation de l'inspecteur a été complétée par un représentant de Aftral qui a longuement revenu sur les activités réalisées durant cette formation. Il a indiqué que notre inspecteur de tertiaire, en l'occurrence M. Ahmed Ibrahim, on a pu faire 3 spécialités. Donc, la première qui était la douane, la deuxième qui était le conduite des engins poids lourds et le troisième qui était le conduite des chariots élévateurs. Donc moi, personnellement, j'étais dans le deuxième groupe, en l'occurrence le camion de poids lourds. Dans cette formation qui nous a été donnée par M. Flavien, qui est un des experts d'Aftral, on a pu apprendre à manipuler un engin, à le vérifier, à faire tous les contrôles, que ce soit intérieur qu'extérieur. La chance de faire de la théorique. Santé à présent, l'Institut national de santé publique de Djibouti mène depuis une semaine des activités de pulvérisation contre les moustiques et les mouches dans les quartiers de la capitale, notamment à la cité Nassib. Ces activités préventives ont été menées dans le cadre des stratégies de lutte antivectorielle contre les vecteurs du paludisme et des maladies infectieuses. Les habitants de la cité Nassib ont participé massivement aux activités d'épandage pour la destruction des gîtes larvaires, les fosses septiques des ménages. Le directeur de l'INSPD, M. Nour Siridou se félicite des organisateurs de la journée de nettoyage et de propreté qui contribuent à promouvoir un environnement sain et convivial. Autre actualité dans le cadre du projet de renforcement des capacités nationales en vue d'une meilleure prise de décision et d'une meilleure intégration des obligations mondiales en matière d'environnemental, un atelier de concertation pour l'élaboration d'une feuille de route environnementale pour la région d'Arta a été tenu le dimanche 3 novembre au Sini Hill Center. Cet atelier a réuni un panel diversifié des participants, notamment des notables, le sous-préfet, le préfet adjoint, le président du conseil régional et sa vice-présidente, les représentants des services déconcentrés ainsi que plusieurs associations de la région. L'assemblée venant des villages différents dans la région devrait témoigner des enjeux et problématiques environnementaux qu'ils rencontrent au quotidien, suite aux présentations des experts sur les 3 thématiques des conventions de Rio, à savoir les changements climatiques, la biodiversité, la désertification. Les discussions et travaux de groupe ont démarré pour permettre aux personnes d'échanger sur les réalités environnementales de la région. À l'issue des échanges, parce que si on regarde pour Djibouti, l'environnement est centralisé au niveau de la capitale. Mais vous avez toujours, par exemple, un problème, le peu de problèmes, par exemple, déversement, il faut téléphoner à Djibouti, donc vous dépendez de la capitale. Donc aujourd'hui, c'est justement pour avoir les possibilités d'être plus autonome. En termes de renforcement de capacité, est-ce que vous aurez les ressources humaines, les personnels humains qui sera formé si jamais il y a un déversement pour qu'on puisse déjà commencer le travail. Donc aujourd'hui, c'est un départ pour une gestion de l'environnement qui est décentralisée. Il y a les gens de Douda aussi, ils ont leur propre spécificité. Il faut que ces gens-là, qui sont très proches de Djibouti, qu'eux-mêmes commencent déjà à trouver les possibilités, les ressources humaines, les ressources financières, pour déjà commencer le travail qui lui sont propres, que vous allez identifier ici. Actualité internationale à présent.
L'Italie va renégocier avec la Libye pour freiner les flux migratoires. Le ministère de l'Intérieur italien l'a autorisé à amarrer dans le port de Tarente, dans les Pouilles, après une dizaine de jours en mer. Sur les 88 migrants secourus présents à bord de ce bateau de l'ONG allemande Sea-Watch, l'Allemagne et la France accueilleront 60 migrants, le Portugal 5 et l'Irlande 2 ont précisé les autorités transalpines. Des sauvetages qui ne sont pas toujours le fait d'organisations humanitaires. Ce week-end, c'est ainsi un cargo italien, la Tarenta, qui a porté secours à 151 migrants qui ont pu débarquer ensuite à Pozzallo, en Sicile. Face à ces critiques, Rome a décidé de le renégocier avec Tripoli dans les discussions qui s'ouvriront cette semaine. Le gouvernement italien promet de faire en sorte d'impliquer davantage les Nations Unies dans l'amélioration de l'assistance aux migrants, notamment en élargissant l'accès à des ONG aux camps de rétention libyens, d'augmenter les fonds pour le rapatriement vers les pays d'origine quand ils sont considérés comme sûrs, comme la Tunisie, et de financer des projets de coopération. Et enfin, pour clore l'actualité internationale, la page sport doublée du Kenya lors du marathon de New York. Fredis Hussein. Le Kenyan de 26 ans s'annonçait comme le grand favori de cette 49e édition. Il n'a pas flanché lors des 42 km de course. Après l'abandon rapide du dernier vainqueur, l'Éthiopien Lelisa Desiza, il s'est échappé en compagnie de son partenaire d'entraînement, Eliud Kipchoge. Geoffrey Kamworor a terminé la course en solitaire pour couper la ligne d'arrivée en un peu plus de 2 heures et 8 minutes. Chez les féminines, les Kenyanes ont également signé un doublé. Mais si on attendait plutôt Marie Ketani, quadruple vainqueur de l'épreuve, c'est finalement sa jeune compatriote Jocelyn Kipchoge qui a créé la sensation et qui s'est échappée au 37e kilomètre pour boucler son premier marathon en 2h22 minutes et 38 secondes, soit le deuxième chrono de l'histoire de la course. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Prochain retrouvailles, c'est demain à 11h.